T'es encore dans ce délire à la con, hein. Tu veux sauver la planète? Ouah. L'autre, elle a 4000 milliards d'années, la planète. Nous, on est là depuis avant-hier et on va lui sauver la vie? Avec un tri sélectif et 3 éoliennes? T'as pas compris qu'on se fout de ta gueule? Bruno et Mario. Bruno et Mario. Bruno et Mario. Chers amis, bonjour. Mario, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Bruno et Mario. C'est la fin de l'été, les températures commencent à redescendre. En toute logique, aurais-je envie de dire si j'étais provocateur. Oui, Mais je dois céder à la panique. c'est ça. On a eu chaud cet été et il faut avoir peur, il faut en être anxieux, il faut qu'on se désindustrialise. C'est ça, c'est ça. On va voir tout ça dans cette émission. Le réchauffement climatique d'origine anthropique, fake news, real news. Si jamais c'est une real news, est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement une bad news? Est-ce Oui. que ça peut pas être une good news ou une news tout court? On va faire un petit topo dans cette vidéo au titre provocateur. Bien sûr. Bruno et Mario pour le réchauffement climatique, même si j'avoue que c'est quand même plus agréable de boire des verres en terrasse dans un bel été comme on vient d'avoir que au cœur de l'hiver ou comme l'été d'il y a 2 ans où il a plu Oui. tout l'été sauf Oui. au mois de juin. C'est ça. On n'a pas pu voir le jour, je me rappelle encore. Donc, nous sommes pour le réchauffement climatique, en tout cas, nous sommes contre les délires actuels et on va voir pourquoi on appelle ça des délires, pourquoi on trouve intéressant d'en parler. L'émission devrait être articulée autour de 3 axes principaux, donc le catastrophisme et l'obscurantisme écolo, le mythe de la transition énergétique et enfin, qu'est-ce qu'une écologie nationaliste, puisque on va se moquer, on va critiquer, on va dénoncer, mais comme d'habitude, il y aura Bien sûr. une phase de proposition et de positive attitude, Construction. comme dirait Laurie. C'est important, le name dropping, C'est ça. socialement, ça permet toujours de se mettre un petit peu en valeur, Ouais. dire qu'on a quand même un peu de culture. Alors, voici le décor est planté. Donc je vous l'ai dit, l'été se termine, les températures redescendent, tout va bien. Néanmoins, il faut quand même qu'on ait peur, ou qu'on ait peur de l'été prochain, ou qu'on ait peur des conséquences de l'été qu'on a eu. Mario, je te lance, donc contre le catastrophisme et l'obscurantisme écolo. Donc c'est toi qui as eu l'idée des noms des parties de cette émission. Je te lance comme ça, puis tu te débrouilles. Oui. Oui, alors le réchauffement climatique, on en a évidemment beaucoup parlé cet été, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas le nier, en France, il y a eu un été particulièrement chaud. Après, la question, et tu as très bien planté la problématique et le décor, c'est de savoir si, c'est déjà exceptionnel. Alors oui, c'est vrai que c'est un été particulièrement chaud, et deux, de savoir si c'est d'origine humaine ou pas. On peut se poser la question, et même si c'est d'origine humaine, ce qui est certainement en partie le cas, il faut réagir face à ça et non pas être pétrifié comme nous y encouragent les médias, et notamment le média télévisuel, alors qui, on le sait, est un média qui est très résiduel quand même, puisque c'est un média qui vieillit beaucoup, puisque je crois que la moyenne d'âge du spectateur de télévision est au-delà de 60 ans. Donc D'accord. c'est un média qui quand même n'a plus l'influence qu'il avait, heureusement, il y a une vingtaine d'années. Le réalisateur de cinéma Jean-Luc Godard avait une citation sur la télévision très juste. Il disait: la télévision n'est pas là pour communiquer, elle est là pour transmettre des ordres. Et je trouve que c'est une bonne formule qu'on peut retenir. Et là, c'est le cas, en l'occurrence, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, c'est une expression qu'on entend souvent. Par définition, le changement climatique, c'est l'essence même du climat. On peut vous encourager à lire un historien français
qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a écrit un très bon livre, qui va être édité en poche d'ailleurs à la rentrée, qui s'appelle L'histoire du climat depuis l'an 1000, et qui montre que il y a eu au cours des siècles, si on prend le cas de l'Europe, ce qu'on appelle les optimums, l'optimum climatique, c'est-à-dire des périodes où il faisait particulièrement chaud. Par exemple, il y avait la culture de vigne dans le nord de la France, hein, dans l'ouest de la France, qui nous paraît un peu aberrant à notre époque, enfin, même si on est en train de revenir apparemment à ce genre de climat. Voilà, mais vous avez eu un petit optimum climatique, c'est-à-dire une période de chaleur, de réchauffement, de sécheresse aussi, ça allait évidemment avec, au tout début de notre ère, donc au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, donc sous l'Empire romain. Et vous avez eu à nouveau, du 10e siècle, donc je parle de l'Europe, hein, et partant évidemment de la France, c'est ce que montre très bien Emmanuel Leroy-Ladurie dans son livre. Du 10e siècle au 14e siècle à peu près, vous avez eu un petit optimum médiéval qui fait que le climat en France était chaud. Alors peut-être qu'on n'atteignait pas ce qu'on a connu cet été, mais encore ça peut se discuter. Mais voilà, donc il y a aussi dans la question climatique, et ça c'est un ancien ministre socialiste qui s'appelait Claude Allègre, Ah qui était oui. le ministre de Lionel Jospin, qui a fini sa vie couvert de boue par les Oui. médias parce que c'était quand même pas un rigolo, hein, Claude Allègre, hein. C'était un scientifique éminent, je ne sais plus quelle était sa formation, mais c'était un très grand scientifique. Et lui, c'était pas spécialement un. Enfin, il n'y est pas forcément l'origine anthropique, comme on dit, ou humaine du réchauffement, mais il appelait toujours à ramener un petit peu de science là-dedans. Et je pense que paradoxalement par rapport au titre de la vidéo, voilà, qui est provocateur évidemment, mais parce qu'il faut provoquer la réflexion en fait. L'enjeu de cette vidéo, très modestement, parce que c'est pas du tout ma formation initiale, mais c'est de ramener un petit peu de réflexion et de science, je dirais, sur cette question où il y a beaucoup, et c'est le premier point qu'on peut aborder, beaucoup de catastrophisme et donc partant beaucoup d'obscurantisme. Et on pourrait pointer un paradoxe, on pourrait dire un obscurantisme de la science, qui est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on avait vu ça au moment du Covid aussi. Oui, ça Euh, rappelle les mécanismes du Covid. Et voilà. d'ailleurs, les attaques des petits soldats donc du catastrophisme écologiste utilisent les mêmes types de non-arguments, Oui, c'est-à-dire ils vont appeler leurs opposants ou ceux qui remettent seulement en doute le sacro-saint GIEC ou certaines de ses conclusions, pas forcément son travail de compilation, mais certaines de ses conclusions, là aussi, on ne parle pas forcément de la même chose. Ils vont les appeler des climato-sceptiques. Mm. J'ai appris un terme cet été, c'est le terme de dénialiste. Oui. On est à ça de négationniste. Oui, Hein. mais je pense qu'on va Donc y c'est pour arriver. ça que c'est intéressant de poser les choses et de discuter de tout cela. Oui, oui. Mais en fait, je pense que c'est ça qu'il faut traiter parce que c'est la question politique. La question scientifique, évidemment, elle existe. Il y a certainement, c'est difficile de le nier, on le voit depuis quelques années, un réchauffement, notamment en Europe. Après, la question humaine, oui, certainement, mais elle est certainement pas liée, et ça on y reviendra, mais à la production économique européenne, et particulièrement à la question de la production en France, puisque, on le sait, hélas, la France est très désindustrialisée, et ça c'est la faute de nos pseudo-élites depuis des années qui ont choisi ce modèle de l'économie sans usine. Hein. Je crois que c'était quelqu'un qui avait même parlé d'industrie sans usine, je ne sais plus qui c'était. C'est quand même assez délirant. On est passé à ça de l'énergie sans centrale. Hein. Non, Rappelez-vous mais- de Fessenheim, mais c'était c'est pas ça. il y a 50 ans. Hein. Mais c'est ça. Et où finalement, voilà, il faut ramener un peu d'équilibre, un peu de modération, j'ai envie de dire, sur cette question et ne pas être dans la tyrannie des passions, qu'elles soient subies par la population, et je pense notamment à la santé mentale de nos jeunes, parce que cette éco-anxiété, elle existe, Bien sûr. et elle est entretenue, que ce soit par l'école, que ce soit par les médias, où on leur dit, en gros, la planète va cramer, vous allez tous mourir. Voilà. Enfin, c'est complètement
irresponsable, et le mot est faible, Bien sûr. de parler comme ça à notre jeunesse, d'où Ce qui les pousse aussi, à voilà. ne pas vouloir se reproduire. Exactement. Et ce discours donc de non-perpétuation de ce que nous sommes, de notre peuple, est uniquement dirigé vers les Blancs. Oui, Ce bien qui sûr. pose d'autres questions qu'on n'abordera pas forcément dans cette émission, parce qu'on irait très vite dans le hors-sujet. Mais les jeunes Européens et au-delà les jeunes Occidentaux, même si moi c'est surtout le sort des jeunes Européens qui m'intéresse charnellement, on va dire, eh bien, ils subissent un message, tous ces jeunes-là, qui les rend éco-anxieux, qui les rend désireux pardon, de se stériliser, de se vasectomiser, de se faire ligaturer les trompes ou que sais-je. Et tout ça au nom d'une religion qui nous oblige à être catastrophés, à être stupéfaits, à être sidérés par l'évolution actuelle du climat. C'est une manipulation grotesque qui fonctionne à la marge malheureusement, mais cette marge a beaucoup d'écho dans les médias qui ont des consignes à nous faire passer. Oui, bien sûr, parce qu'il y a 2 questions dans cette question du réchauffement climatique ou du changement climatique, même si je me répète, mais l'essence du climat, c'est de changer. Voilà, pour plusieurs raisons. Ça peut être des questions, voilà, d'influence extérieure à la Terre en elle-même, la nature, la biologie, l'environnement, certes l'industrie, mais ça, on va y revenir. Mais, ce discours, No Kids, qui, comme tu le dis très justement, bizarrement, comme toujours, cible les Européens, voilà, c'est évidemment, suicidaire sur le plan civilisationnel et sur le plan politique. Et il y a ce discours donc antinataliste, on pourrait dire, parce que Bien sûr. l'idée, c'est évidemment de dire que, comme les Européens, et encore ça peut se discuter, parce que quand on voit que le niveau de vie des Français est maintenant en dessous de la moyenne, de l'Union européenne quand Ouais. même, hein. Là, je pense qu'on n'a pas les Français, même s'ils en ont l'intuition, n'ont pas encore saisi la gravité de leur déclassement, hein. Et ça, pour ça, il faut voyager pour s'en apercevoir. Mais nous sommes vraiment dans un pays qui est désindustrialisé et donc qui s'appauvrit, puisque, sans être un partisan de l'extractivisme, comme on dit, ou du drill, baby drill, ou voilà, de la croissance pour la croissance, il est bien évident qu'une civilisation ne peut que s'adosser à un progrès technique et à une prospérité, ce qu'on appelait dans le temps la prospérité. Jean Bodin, un économiste ou un penseur, disait il n'est de richesse que d'hommes. Hein, il n'est de richesse que d'hommes. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut réfléchir à une notion de décroissance. Et en fait, la décroissance, peut-être qu'on y est déjà, Bien en sûr, fait, oui. quand on réfléchit. Parce que notre croissance est quand même en France beaucoup tirée par la consommation et donc par l'épargne en France qui est particulièrement importante. Donc, la décroissance, on y est peut-être déjà. Et est-ce que c'est vraiment souhaitable? Et puis décroître, pourquoi? Croître, pourquoi aussi? Parce que c'est vrai qu'il y a la question de la croissance sélective, de quelle croissance on veut, hein, qu'est-ce qu'on produit? Ça, c'est aussi une question qu'on peut engager. Et la question, c'est pas de croître pour croître ou de produire pour produire. Mais c'est là qu'on voit, je dirais, la malhonnêteté de ces soi-disant personnes qui nous parlent du réchauffement climatique et qui sont si bien concernés par notre bien, comme au moment du Covid, c'est évident. Euh, c'est que moi, ça m'interpelle, mais on ne parle plus, par exemple, de la question de la pollution. Oui. Je sais pas, c'est assez étonnant, mais on en parlait pas mal dans mon enfance. La question de la pollution qui est quand même là. On Hein, parle plus de pollution, on parle plus d'aménagement des oui, territoires. l'aménagement du territoire. Il y On- avait un organisme, je sais On parle plus de la bétonisation, la la bétonisation. fameuse mochisation de la France Oui. dont on pouvait encore parler Bien sûr, il y a une petite quinzaine bien d'années sûr. avec un bouquin qui était sorti, comment la France est devenue moche, par Oui, exemple. oui. Et donc tout ça, donc l'urbanisation, l'aménagement du territoire, la pollution, tout ça, ça dégage. On fait trop de CO2, il fait chaud, c'est une mauvaise nouvelle et c'est de notre faute, en Oui, gros. Hein. mais c'est ça. Donc, il y a un discours catastrophiste, donc il y a un discours de peur, de panique pour finalement censurer les libertés. Et on le voit C'est très ça. bien avec les ZFE, les zones à faible émission, ou une sorte d'octroi où les mégapoles, comme l'a très bien
les métropoles, comme l'a très bien étudié le géographe Christophe Guilluy, sont en train de redevenir des espèces de bastions, de citadelles un peu médiévales, avec un octroi qui ne dit pas son nom. C'est une sorte de racisme social, en fait, de ségrégation. Mais donc il y a les ZFE, il y a la loi ZAN aussi contre l'artificialisation des sols, alors qui n'est pas forcément une mauvaise loi en soi, puisque ce qu'on appelle maintenant l'artificialisation des sols, c'est ce qu'on appelait dans le temps la bétonisation. Et c'est Bien vrai que sûr. moi, je ne suis pas forcément partisan, on peut y réfléchir. Et c'est le rôle aussi des nationalistes de construire leur propre doctrine écologique, puisque l'écologie, pardon, mais c'est une valeur de droite, hein. Pour moi, il n'y a pas d'écologie de gauche, et c'est quand même assez effarant Bah, la gauche, que... c'est la destruction de l'écologie et de la nature. Déjà, il Parce n'y a que... qu'à voir comment ils considèrent l'homme et la femme, Mais c'est qui ça. pour eux sont des constructions. Puis même très concrètement, je parlais d'aménagement des territoires tout à l'heure, faut voir comment les écologistes ont traité en tout cas le problème, parce que c'était pour un problème des petites parcelles, Oui, des les haies. retenues d'eau, les haies, Oui, etc. les méga bassines. euh, parce que là, on est dans une situation quand même ubuesque en France. On a eu des inondations inouïes en début d'année, on l'a oublié. Ça a repris Oui, oui, oui. dans la Manche là. Ah oui, Ça a repris il y a quelques jours. oui, on l'a complètement, Les inondations ont déjà repris. on l'a complètement oublié, mais parce qu'on a les soulèvements de la terre, là, cette espèce de... ou je sais plus ce que c'est, le truc à moitié lié à l'Open Society de Soros, là, j'ai oublié leur nom. Extinction Rebellion, Ah oui, qui porte très bien son nom d'ailleurs. ouais. Il faut éteindre la rébellion. C'est assez drôle. Ah, c'est drôle. Extinction Rebellion qui porte bien son nom, c'est vrai. Extinction Rébellion, c'est assez Tous, drôle. tous Pour ces éteindre gens là, la vraie rébellion, en tous fait. ces- Mais c'est assez bizarre d'ailleurs comme nom. Mais bon, ils ont bien choisi leur nom finalement. des agents de l'étranger quelque part, parce que Euh, c'est des petits agents du lobby de l'éolien, oui. de la désindustrialisation de la France, on en a parlé. Mm, Tout ça, ce sont des choses qui vont plaire, un, aux affairistes, mm. et deux, aux puissances Bien étrangères. sûr. Et en particulier à la Chine, qui a un agenda stratégique qui est évident et qui ne va pas se cantonner à la mer de Chine. Oui. Et qui a voilà, un objectif évidemment pour l'Europe et la France en particulier. Mais c'est vrai que moi je trouve ça complètement ubuesque. Et comme on est dans un espace public maintenant de délibération, il n'y a plus de délibération parce que on est dans la polarisation. Moi là j'ai vu encore, c'est la rentrée politique, j'ai vu une espèce, alors je fais une petite digression, mais j'ai vu une première... premier clash entre Édouard Philippe et Mélenchon sur l'immigration à Mayotte. Mais les propos sont insupportables. Enfin, on a Édouard Philippe qui dit oui, mais l'immigration, il faut la limiter. Alors le type a passé 10 ans au pouvoir, mais bon, maintenant il faut la limiter. Et Mélenchon qui dit mais non, mais je n'ai pas attendu. Enfin bon, voilà. Donc voilà le niveau du débat public. Et pour revenir à la question de l'eau et des méga-bassines, il y a une question quand même assez étonnante. On a vécu des inondations inouïes en début d'année en France, et on se retrouve avec des sécheresses phénoménales. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut poser la question quand même de l'utilisation de l'eau. Ça fait partie du changement climatique où apparemment on aura des saisons de plus en plus réduites et marquées, c'est-à-dire qu'on aura quasiment plus d'automne, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, quasiment plus de printemps, et bon, un grand été, un grand hiver. On va à peu près vers ça. C'est ce qu'on nous dit. Après, on va voir, On verra, on hein. verra. On verra. La science, c'est de l'empirisme, c'est pas de la prophétie non plus. Parce que dans ce catastrophisme et cet obscurantisme, on a le scientifique qui se transforme en prophète, voire en cartomancien. Ce qui est quand même assez... en astrologue, Et tu vois. systématiquement, Voilà. en prophète de malheur. Voilà, en prophète de malheur, les espèces les astrologues du Moyen-Âge, là, enfin, c'est pas pour critiquer le Moyen-Âge, parce que c'est une période magnifique, surtout en Europe, mais bon, voilà, c'est quand même assez paradoxal de la part de ces gens qui se revendiquent de la science et qui, parlent avant tout euh, à nos mauvaises passions, nos passions tristes, et pas à notre raison, et qui, deux, se présentent comme des prophètes, comme des voyants, etc. Et tu parlais des retenues d'eau et des méga-bassines. Il y a aussi la question qu'il faut se poser de la destruction des barrages. Oui. C'est toutes ces étendues, toutes ces réserves d'eau
qui aujourd'hui n'existe plus. Bien sûr. Pour quelle raison? Ce serait bon de le savoir, mais tout cela s'apparente quand même à du sabotage. Hmm. L'écologisme est du sabotage, puisqu'aujourd'hui on a des rivières qui se retrouvent à sec, avec aucune retenue d'eau nulle part pour compenser, réguler et fluidifier tout ça. Et en termes d'aménagement du territoire, bien entendu, euh, c'est évident que si on transforme tous les cours d'eau et toutes les petites parcelles qui émaillent le territoire français, parce que la France, c'est pas les grandes villes, hein. Non, Même si dans les grandes villes, le sabotage a lieu quand même, puisque les quelques arbres qu'il y a, on les coupe. bien Alors, sûr. moi, je suis originaire de Caen, je prends un exemple Canet. À Caen, il y a une place qui s'appelle la place de la République, Hmm. qui s'appelait Oui. autrefois la place Royale Oui, d'ailleurs, oui, hein. je vois. Comme Ouais. quoi, le combat continue toujours. Ouais. Eh bien, à place de la République à Caen, il y avait des arbres. Ouais. Ils ont été coupés Ouais. et ils ont été remplacés par des structures en bois sous lesquelles on peut se mettre pour avoir un peu d'ombre. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, je vois. C'est stupéfiant. Oui. Donc, donc les grandes villes aussi, hein, il y a du sabotage, je vous rassure. On vous coupe vos arbres, il n'y a aucun problème là-dessus. On vous coupe des glycines, on vous coupe des arbres qui ont des décédés d'histoire dans les quartiers. C'est pas grave. Mais la France, c'est aussi et surtout tous ces territoires, ces cours d'eau, ces petites parcelles qu'on a massacrées. On a fait des grandes étendues, on a interdit les haies, tu l'as évoqué à la marche tout à l'heure. On a redressé les cours d'eau parce que c'était plus pratique. Et résultat, aujourd'hui, tout cela participe à un effort de catastrophe dès que les températures sortent de la normale Oui, et dont on va vous accuser bien sûr. parce que vous êtes un Européen cisgenre hétérosexuel. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que la France, quand même, globalement, a une production, notamment une production d'électricité, comme on dit, selon la formule qui est décarbonée. Enfin voilà. Bon, le nucléaire pose des questions, bien sûr, mais c'est quand même une technologie quand même assez incroyable qui permet de produire de l'électricité. Nous, en plus, la France, nous en exportons, ce qui est quand même assez incroyable. En plus, il y a la question du tarif européen d'électricité qui est complètement délirant parce que ce qui fait que ça force EDF à vendre plus cher. Donc ça, il y a plein de choses aussi à négocier, je pense, avec la Commission européenne. Mais la France, EDF, c'est quand même une entreprise extraordinaire qui en plus a été renationalisée il y a quelques années. Donc je pense que là, la France a un atout considérable sur le plan écologique. Il faut évidemment continuer à construire des centrales. En plus, il y a des avancées dans le traitement des déchets nucléaires qui sont assez sensibles. Il y a évidemment le projet ITER qui travaille sur la fusion nucléaire, hein, qui est une question très intéressante puisque là, ça pourrait réduire justement la problématique des déchets. Donc voilà, oui, l'écologie se doit d'être scientifique, mais pour moi, l'écologie, c'est clairement une valeur de droite. Ça ne peut pas être une valeur de gauche. D'ailleurs, on voit bien, je continue sur notre premier point, le catastrophisme et l'obscurantisme, cette manipulation politique que représente ce qu'on appelle les écologistes ou Europe Écologie Les Verts, je ne sais plus comment ils s'appellent, ce qu'on appelle les écolos, quoi. Les Verts qui sont un parti en fait d'extrême gauche et vraiment d'extrême gauche complètement délirante en plus, hein, où finalement eux-mêmes nous parlent très peu d'écologie, C'est vrai. nous parlent de plus en plus de questions autres en fait, hein, et d'ailleurs ils ont été assez muets dans cette séquence des incendies, je trouve, hein, ils n'en ont pas vraiment parlé. Et pour revenir sur la question des incendies qu'on a vécu en France cet été, Nombre record d'arrestations de pyromanes au passage, hein. voilà, plusieurs remarques, parce que les médias quand même commencent à nous dire, parce qu'il y a 20 ans, on nous disait « Ah, c'est l'été, il fait chaud, donc la forêt brûle ». On a entendu ça pendant des années quand même dans les grands médias. Là, ils commencent à progresser, ils nous disent « Bon, quand même, 9 fois sur 10, c'est évidemment d'origine humaine ». Parce que certes, ça se comprend, quand il fait très très chaud, vous avez, c'est la règle des 3,30, là, si vous avez, je ne sais plus, 30 km/h, 30%, moins de 30% d'humidité, je ne sais plus quel est le troisième facteur, plus de 30 degrés, je crois, vous avez un risque, évidemment, bon, d'incendie. Mais
l'incendie, à part vraiment, je sais pas si vous avez une loupe qui traîne ou je sais pas, ou un accident de travail, etc. Mais la plupart du temps, c'est soit quelqu'un qui a jeté un mégot ou des gens, oui, qui font des barbecues, ça peut arriver, c'est quand même délirant, mais c'est comme ça. Ou alors, comme tu l'as dit, des pyromanes. Et c'est vrai que ça, on l'a dit, hein, mais ça n'a pas été quand même souligné. Moi, j'ai été effaré du voir du nombre d'arrestations. Oui. On parle de 200 C'est arrestations. énorme, hein, oui. C'est considérable. Donc il y a quand même 200 personnes qui sont complètement, enfin là c'est incroyable. Donc là il y a aussi cette question-là. Donc là c'est la question, on va pas être obsédé par ça, mais il y a quand même la question de la réponse pénale Ah derrière. bah bien sûr. Voilà, C'est une question pénale. Hein, c'est une question pénale. Donc premier degré, ouais. là, à un moment, il faut aussi, là, pour le coup, certes, il y a un changement climatique ou une chaleur qui peut expliquer, mais là, ça n'explique pas les 200 arrestations. Là, c'est un phénomène d'un autre ordre. Et là, l'État et la justice, surtout, doit agir. Donc, on voit que c'est une question qui est très complexe, cette question qu'on dit du réchauffement climatique ou du changement climatique, ou plus globalement de la question écologique. Et on voit que le parti, les écologistes, mais c'est vraiment une manipulation politique absolue, et que le but, c'est toujours de taper sur ce qu'on a appelé le gilet jaune il y a quelques années, c'est-à-dire le type qui est voilà, le français qui travaille, qui a besoin de sa bagnole, et c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que les bobos de Toujours. centre-ville sont complètement épargnés parce qu'il y a une espèce de gentrification de ces nouvelles citadelles féodales que sont les métropoles, hein, parce qu'il faut appeler un chat un chat. On revient à une sorte de féodalité, alors sans le charme et sans la chrétienté, mais espèce de féodalité, je sais pas, wokiste, Ouais. ce qui est quand même un comble du cauchemar. Quand même. Donc, quand on voit Paris, voilà, Rennes, enfin Lyon, enfin toutes ces cités dans lesquelles il y avait d'ailleurs des maires écolos qui avaient gagné. Je crois que Lyon, d'ailleurs, c'est resté écolo. Même si à Bordeaux, ils ont compris que c'était pas une bonne idée. Mais bon, voilà, on a finalement des gens plutôt bien, des cadres supérieurs, on va dire les choses, qui sont plutôt bien payés et qui n'ont pas envie de voir des ploucs qui roulent à diesel, c'est ça je sais Et plus qui, quel, qui, qui fument des clopes. qui roule en diesel et qui Voilà, fume des roulés. je sais plus quel membre du gouvernement macroniste avait dit ça, c'est assez incroyable. Mais bon, voilà, on est sur une question aussi sociale, de manipulation sociale, manipulation médiatique, de manipulation des esprits, de manipulation politique, et notamment avec cette question de l'éco-anxiété de la jeunesse, qui, moi, je pensais que c'était un mythe, et en fait, je me suis aperçu que c'était vrai pour une partie de la jeunesse, évidemment. Mais pour une partie de la jeunesse, on leur dit comment vous voyez la France en 2100, et ils sont effarés, quoi. Ça crame de partout. Enfin, faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Et puis de toute façon, l'être humain, il n'est pas là pour se mettre un seau de cendre sur la tête et se flageller. L'être humain, il est là pour être debout, pour avancer, et s'il y a un souci, ben on fait face. Et on aborde, Et on s'adapte. et on s'adapte, et on aborde les solutions. Le problème de cette question de l'écologie politique de gauche, parce que moi je me répète, mais l'écologie pour moi elle est de droite, et d'ailleurs plus tard dans la vidéo Oui. on essaiera d'avancer ce que pourraient être les prémices d'une écologie nationaliste, hein, et d'ailleurs la famille nationaliste a déjà en grande partie réfléchi sur cette question-là, des personnes éminentes. Donc, mais l'écologie, c'est la nature. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus de droite que la nature c'est la défense du local contre le global. Hein. Donc, c'est la défense de l'enracinement. Je veux dire, c'est quand même difficile de faire de l'écologie sur un vélo électrique. Voilà, c'est quand même un peu surprenant. Ça m'a toujours fasciné, petite parenthèse, Oui, qu'on nous présente comme des progrès écologistes la trottinette électrique oui, ou le vélo électrique. oui. Sachant que de base, la trottinette est censée fonctionner avec l'énergie de nos jambes Oui, c'est ça. et que le vélo est censé fonctionner avec l'énergie de nos jambes. Ah, oui, oui. Donc je vois pas par quel miracle avoir remplacé nos jambes Ouais, par du lithium ouais.
c'est écolo. Ça, c'est Ouais, parenthèse fermée, mais et je ça, trouve toujours ce truc ubuesque. Je roule en vélo électrique, c'est écolo. Bah non, un vélo normal, c'est écolo. mais c'est ça, mais c'est ça. Et ça, c'est toute la ruse du marketing, Ouais, ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire c'est ça. de vendre à des bobos, en gros, qui ont un bon pouvoir d'achat, de leur vendre des trucs et de leur donner bonne conscience. Ça, c'est le marketing, et le greenwashing, comme on dit, et c'est le public, les clients de ces marques-là. Mais c'est vrai que c'est pas très écolo pour le coup. C'est vrai que c'est Et cher. voilà, Je viens de dire, c'est vrai que les vélos électriques, je suis passé devant une boutique il n'y a pas longtemps. ben voilà. Et les prix, c'est effarant. Mais Pour pas pédaler. un paysan dans les territoires et pas dans les quartiers, parce qu'on sait que les territoires dans la novlangue républicaine, ce ne sont pas les quartiers, hein. Les quartiers, en gros, c'est les banlieues des métropoles et les territoires, c'est les campagnes qui votent RN, en gros, pour décoder. Mais voilà, est beaucoup plus un paysan des territoires est beaucoup plus écolo, évidemment, qu'un bobo du 10e arrondissement. Je pense qu'il a une empreinte carbone peut-être moindre, mais il prend peut-être moins l'avion déjà. Alors, il prend moins l'avion, je pense qu'il utilise moins de bandes passantes. Oui, Parce que, disons qu'il a moins le temps voilà. d'utiliser Parce de la que bande passante. je pense qu'on parle pas assez de la pollution par bande passante Oui, bien sûr. de tous ces gens qui, sans parler des visuels IA, Ah oui, ça j'en parle même pas. C'est terrible. On est inondé de visuels IA sur, Ouais. sur le climato-catastrophisme. Ouais. Mais voilà, ne serait-ce qu'en termes de pollution numérique, qui est de la vraie pollution, hein, ces gens-là sont les plus gros pollueurs que la Terre ait jamais portés. Ben c'est ça, c'est toujours, on revient, pardon, mais on revient toujours à la tartufferie, à l'hypocrisie de la gauche, c'est-à-dire que c'est toujours des valeurs et une pratique quotidienne qui est contraire à ces valeurs. Pour ceux Et- qui veulent se renseigner, ouvrez un nouvel onglet sans quitter la vidéo. Oui, Je vous surveille. c'est ça. Et ouvrez un nouvel onglet et tapez pollution numérique ou pollution bande passante. Oui. Vous verrez qu'on parle de choses qui ont des impacts concrets. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, c'est terrible. Là, c'est pas une vanne. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Mais bon, voilà, donc ce catastrophisme et cet obscurantisme, ils ont eu pour conséquence une jeunesse, tu en as parlé, qui, en partie, hein, pas complètement, Bien sûr. Ouais. mais qui est quand même très anxieuse, et ça, c'est pas normal. Je veux dire, c'est pas normal d'être anxieux à 20 ans. Bien sûr. Je suis désolé, c'est quand même le plus bel âge de la vie. On va pas commencer à 20 ans. Enfin, on va. Mais tout mieux. est fait pour que les jeunes pensent comme des vieux. Il y a le climat, Oui, on les fait marcher pour la retraite. oui, Ils n'ont pas commencé leur carrière, ils pensent à la retraite. Enfin, oui, oui. Oui, c'est- ça, c'est triste quand même. c'est un truc de fou. Et la jeunesse, bah, c'est la fougue, c'est l'esprit d'entreprise, c'est l'esprit Bah, d'aventure. bien sûr. C'est ça qui fait frémir les parents Bah, et bien qui sûr. parfois effraie la partie la plus âgée de la population, et c'est normal. Bien sûr. Mais là, on a l'impression qu'il faut que la jeunesse, La grand-mérisation. c'est la grand-mérisation des esprits. C'est Quoi. ça, c'est ça. C'est effrayant. C'est ça. On a toute une jeunesse française qui a tout à donner, qui a tout à faire, y compris des erreurs, hein, mais la jeunesse, Bien c'est le temps où sûr. on fait des erreurs pour gagner en maturité, en expérience. Et non, on est en train d'en faire des castrés, mais même des castrés Littéralement. mentaux, mais même littéralement. Littéralement, bien sûr. Et ça c'est effrayant. Avec bien sûr la publicité des médias. Là, il y a une pauvre gamine qui s'est fait ligaturer les trompes parce que elle trouve que la société elle irait trop mal avec encore Oui. plus d'enfants. Oui. Et bien sûr, les médias se sont jetés sur cette pauvre fille qui a sûrement des problèmes psychologiques, un entourage défaillant pour en faire quelque chose de, si ce n'est de beau, au moins de remarquable. Oui, puis moi j'en ai un peu marre avec ce discours catastrophiste et obscurantiste sur notre époque. Alors déjà, quand vous avez la phrase qui commence par notre époque, En 2026, voilà, notre époque, alors en vous, pic 2026. voilà, alors vous regardez tout, c'est pour ça que ça peut servir quand même de lire des bouquins d'histoire. Depuis Vous l'Antiquité, Depuis, tout le monde se plaint de son époque. voilà, tout le monde dit que c'est une époque C'est la décadence. terrible. Voilà, alors évidemment, utiliser cette question de la décadence, notamment de la décadence morale, ça peut être un objectif, un moyen justement de redressement Bien sûr, national, d'amélioration, ça peut être d'aller vers quelque chose. c'est un idéal vers Voilà. lequel on tend. Voilà. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. Et en particulier, quand on a un discours catastrophique, moi j'entends souvent, alors ça peut être
des personnes âgées qui disent ah bah dis donc j'aimerais pas être à la place des jeunes à notre époque parce que qu'est-ce qui va se passer? Oui enfin je sais pas enfin quand tu nais en 1890 et que tu dois aller à la guerre en 14, que tu te fais exploser le crâne au bout de 2 semaines et que tu vois ton pote qui se fait exploser le crâne, c'est pas ouf, hein, franchement, comme génération, hein. C'est pas génial. Je veux dire, bon, voilà, quand, pas de bol, tu nais en 1920, bon, déjà, il y a de fortes chances que tu pas connu, soit c'est tes parents, voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit jamais, mais on dit souvent, dans l'histoire. Il y a aussi le traumatisme des familles aussi, je veux dire, hein, c'est des générations d'orphelins, je veux dire, et ça a une conséquence aussi, sur les générations. Bon, et arrive 1940, bon voilà, on se fait laminer, etc. Bon, les bombardements en 44, bon, en France, bon, qui étaient souvent d'ailleurs des bombardements anglais et américains, il faut le dire, bon, c'est quand même pas génial, je veux dire. Bon, c'est pas, j'imagine pas des gens à l'époque qui disaient oh là là, bon voilà. Paradoxalement, c'est bizarre, on a l'impression que c'est plutôt dans les périodes de paix, qu'il y a une sorte de discours comme ça. Voilà, alors je dis pas que tout va bien, je pense que c'est pas notre ligne politique actuellement, en général. Mais à un moment, il faut quand même raison garder. Je veux dire, ce discours, donc soit des personnes qui disent ça, ou alors des jeunes qui disent ouais, tout est mort, le monde, les guerres. Enfin, les guerres, scoop, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, certainement. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ça s'appelle le tragique de l'histoire. Il faut comprendre assez rapidement que l'histoire est tragique. Le problème, c'est cette boulimie d'aller consommer de la mauvaise nouvelle, C'est ça. toutes les guerres, toutes les catastrophes, toutes les choses qui vont pas dans le monde. On se fout tout ça dans le cerveau. Oui, c'est ça. Cerveau qui est absolument pas fait pour emmagasiner tout ce qui va mal sur toute la planète. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Et donc ce discours catastrophiste, obscurantiste, moi je pense qu'il est très dangereux. Il est subi par des populations donc, qui sont victimes de cette propagande. Et puis il est, je pense, créé par des gens quand même mal intentionnés. C'est une espèce d'instrument de contrôle des masses. Et je pense que, comme on l'a vu au moment du Covid, hein, et que ça peut être très dangereux à l'avenir et qu'il faut être très conscient de ça et il faut se battre contre ça. Pour revenir un petit peu à de la science. Et donc, il y a une première conséquence, c'est cette éco-anxiété qui est complètement délirante. Et puis, il y a une conséquence plus directe qui est économique et qui est très grave pour l'Europe et pour la France, c'est la destruction de l'industrie. Parce que tout ce Green Deal, là, je sais plus, de Van der Leyen, là, la Commission européenne, ou From Farm to Fork, je sais plus, là, la stratégie de la ferme à la fourchette, je sais plus, où il y a des dispositifs voulus par la Commission européenne qui sont complètement délirants, où il faut laisser des jachères, enfin n'importe quel agriculteur va vous dire mais c'est absurde, enfin, on a l'impression qu'il y a un projet de détruire C'est l'agriculture. du sabotage. C'est du C'est sabotage, littéralement voilà. du sabotage. L'agriculture européenne, notamment, il y a eu la question du Mercosur, Bien qui est sûr. quand même une question qui pose quand même, c'est quand même un sujet, Ça, parce c'est que énorme parce que là, quand on parle de sabotage, là, c'est vraiment le Mercosur, c'est évident. Mm. C'est-à-dire que la viande qui est fabriquée en Normandie, Mm. le gars, il doit respecter des règles Mm. pour vendre dans des magasins en Normandie. Voilà. Et sa viande sera en concurrence avec des viandes qui sont faites à l'étranger, Ouais, d'Argentine, sur un autre hein. continent, Ouais. qui ne sont même pas soumises aux mêmes Ouais. obligations. Enfin là, Ouais. c'est du sabotage pur et dur. Le Mercosur, c'est un très bon exemple. Voilà, et une fois de plus, je me répète, mais on voit bien là la tartufferie et l'hypocrisie de la Commission européenne. On va parler des gens qui ont réellement le pouvoir, hein, Bien parce sûr. que de cette technocratie de l'Union européenne, parce que on a d'un côté Van der Leyen qui nous parle du réchauffement climatique, de l'écologie, et puis on a le Mercosur, qui n'est pas spécialement écolo quand même. Je veux dire, la viande qui est produite... Ah bah l'empreinte carbone de la viande d'Amérique voilà. du Sud, oui, faut en Voilà, parler. la viande qui est produite Qui arrive dans les rayons français, quoi. Voilà, la viande qui est produite en Argentine, je pense pas qu'elle soit super écolo sur le plan de l'empreinte carbone, pour reprendre Les termes de l'époque. les éléments de langage de technocrates, et puis pour la santé tout simplement du consommateur français, parce que on ne parle plus de la pollution des eaux,
la pollution de l'air. On parle plus de ce qu'on a dans nos assiettes et dans nos verres, hein. Voilà, et on ne parle plus aussi de la qualité de l'alimentation qui, on le sait, se dégrade et a quand même des conséquences terribles, hein, sur la santé. La fameuse question des perturbateurs endocriniens, je vous encourage à vous renseigner là-dessus, c'est une vraie question, et c'est pas parce qu'on est de droite qu'on doit être pour ça. Je veux dire, voilà, faut pas être Bien une sûr. caricature aussi. Ah, bien sûr, oui. Là, la question, c'est de défendre, certes la nature, mais la qualité de l'alimentation. Ça fait partie aussi de l'esprit français, hein, du mode de vie français. Et c'est vrai que ça peut avoir même des questions sur plein de choses, hein, des questions de santé, etc. Donc, il faut avancer des propositions sur cette question-là. C'est vrai que bizarrement, le parti, par exemple, des écologistes, on les entend très peu là-dessus. Alors quand on leur dit oui, mais c'est parce que on nous donne pas la parole. Oui, d'accord, mais c'est bizarre quand on vous tend un micro, vous parlez pas de ça, quoi. Donc à un moment, voilà, vous êtes écolo ou vous n'êtes pas écolo. Je veux dire, à un moment, voilà, il faut choisir la priorité de son discours. Et moi, je pense qu'il faut avancer sur ces questions-là, sur la question du libre-échange, comment réguler le libre-échange. Alors, il ne s'agit pas de revenir à une sorte d'autarcie, d'une façon, ça n'a pas de sens, notamment dans une économie mondiale qui est de plus en plus interconnectée, donc il faut aussi être dans la réalité. Mais le Mercosur, je pense que ce n'est pas un bon traité. Voilà, je Bien pense sûr. que là, clairement, il y avait un déséquilibre, même si ça nous permet de vendre un peu plus de bagnoles en Amérique du Sud. Bon, c'est sympa, mais je veux dire, là, il y avait un souci. Bon. Euh, et la question de la qualité de l'alimentation qui devrait être une obsession en France, hein. On sait que c'est une grande nation gastronomique, une grande nation agricole qui, hélas, c'est aussi, on ne va pas encore accabler Emmanuel Macron, mais il est quand même un peu responsable. L'histoire retiendrait que c'est sous Macron que la gastronomie française s'est enrichie du testi-crousti. Oui, voilà, alors on a le... De la on- on a le testi-croustisation oui. de la gastronomie. Alors le testicroussi, oui, ça c'est intéressant. La colonisation des burgers, Ouais. moi je trouve ça terrible. Où maintenant dans les restaurants, dans les brasseries, vous avez plus que des burgers. Je trouve ça assez effrayant parce que c'est quand même un appauvrissement de la gastronomie, voilà. Je veux dire, où on va manger une tête de veau, par exemple, ou je sais pas, des ormerettes, enfin, ce qu'ils font les plats français, voilà. Et je veux dire, même dans des restos maintenant un peu haut de gamme, ils vont vous présenter une carte qui est quand même très standardisée. C'est quand même assez étonnant. Donc il y a tout ça à reconstruire. On est une grande nation culinaire et gastronomique. Donc, je pense qu'avec l'Italie, c'est pas du chauvinisme, mais on est des plus grandes nations sur ce point-là. C'est connu, c'est reconnu, notamment Autant, pour les touristes. autant tu disais que pour vraiment toucher du doigt le déclassement qu'on subit, il faut voyager. Mm. Pour se rendre compte à quel point on mange bien en France, il faut Ah oui. voyager. Ah oui, oui, oui. C'est un révélateur également. Mais exactement. Et une fois de plus, pour revenir sur la droite, ces news dépressives, etc., parce qu'il y a un catastrophisme de gauche, il y a un catastrophisme, un obscurantisme de droite aussi, hein, il faut le dire, hein. Et dans les deux cas, ça doit être combattu, bien évidemment. Puisque la politique, pour moi, sa finalité, c'est la joie, hein. C'est pas D'ailleurs, la désespérance. toute une conspiration, je crois que je paraphrase Bernanos. Oui, tout à fait. Tout Ouais. est une conspiration contre la vie spirituelle et contre la joie. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Le catastrophisme écolo en fait partie. Le but, c'est que vous ne soyez ni dans l'espérance, ni dans la joie, Bien sûr. puisque ce sont des forces qui travaillent à l'extérieur et à l'intérieur Oui. des gens, et ces gens-là n'aiment pas qui nous sommes profondément. C'est pour ça que le but est de massacrer, on parlait du Mercosur, le style de vie des agriculteurs pour qu'il n'y ait plus que quelques énormes exploitants Bien sûr. qui maillent le territoire. Ben, Tout est lié par cette conspiration contre la joie, contre la spiritualité. bien sûr, il faut revenir à la question économique, qui est évidemment centrale quand on parle de l'écologie. C'est un capitalisme complètement débridé, qui est mondialisé, hein, et en cela, moi je persiste et signe, mais je pense que les principaux adversaires réalistes et vraiment subversifs face à ce capitalisme mondialisé, ce sont bien les nationalistes. Et ce ne sont évidemment pas
ceux qu'on appelle les altermondialistes, ou en France, c'est les filles, etc. Ces gens-là sont des bobos et qui, en plus, sont pour le sans-frontiérisme. Donc, finalement, en cela partagent le point de vue de la finance, Ouais, en bah, fait. la fameuse finance apatride qui Euh, est dénoncée depuis toujours par ce qu'on appelle Donc, l'extrême droite. donc pour moi, c'est une évidence, mais je pense que ces gens-là, ne peuvent pas mener une critique réelle de ce capitalisme mondialisé débridé, et deux, ne peuvent pas aussi proposer de réelles solutions écologiques. Et c'est pour ça Parce que ce sont des c'est mondialistes. pour ça qu'il se focalise sur le temps qu'il fait. Voilà. Quelque chose, on va y venir dans pas longtemps, mais le climat a une histoire, est Oui. cyclique, qu'il y a eu de l'industrialisation ou pas. Et voilà, le but de tous ces gens, c'est de faire diversion. Donc là, voilà, on vous parle du temps qu'il fait, il fait trop chaud, c'est de notre faute, il nous faut moins de liberté, pourquoi pas un passe carbone. Mais c'est surtout pas d'apporter des solutions, et surtout des solutions qui ferait que les gens seraient plus enracinés qu'ils le sont, parce qu'ils le sont déjà beaucoup trop pour les gens que vous voyez à la télé. Mais c'est ça, moi je veux dire, il y a un mépris en plus dans cette gauche écolo des paysans, de la campagne. Enfin, il faut voir comment, je ne vais pas parler que de lui, mais il faut voir comment Mélenchon parle des gens de la campagne. Moi, vraiment, regardez, il a donné un entretien, je crois que c'était à Radio Nova, il y a 2 ou 3 mois, mais pour lui, enfin, il dresse un portrait de la campagne, mais on dirait un tableau de Jérôme Bosch, quoi. Enfin, c'est apocalyptique. Pour lui, c'est des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui sont seuls, et qui sont devant leur télé, qui en gros fait de la propagande pour le RN. Mais c'est une vision, mais on a envie de lui dire, mais pour qui tu te prends, un, et deux, mais enfin je veux dire, il y a une vie sociale dans les campagnes, il y a des fêtes, il y a des traditions, il y a des chandeleurs, il y a encore des artisans, il y a un artisanat. Il y a des artisans bouchers, charcutiers, il y a des boulangers de très grand Il y a talent. des relations humaines simples, Mais bien sûr. Enfin, franches. et l'écologie, elle nous viendra évidemment de ce savoir-faire ancestral des paysans, des artisans, et non pas de bobos hors sol de Paris, Bah, de centre-ville, voilà, c'est de déjà, centre-ville, voilà, le seul truc, voilà, écolo qu'ils font, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ils partent 3, 4 fois l'année à l'autre bout du monde en faisant le plein de kérosène. On parlait de Enfin, local. faut être réaliste, On quoi. y viendra tout à l'heure dans les solutions, mais on a déjà abordé le fait de consommer local. Ce sont des gens qui, pour justifier le fait que les anti-immigrations sont stupides, disent mais oui, mais s'il n'y avait plus d'immigration, Hmm. il n'y aurait plus Uber Eats. Oui, mais c'est là qu'on voit, ils les C'est- prennent pour des esclaves. Voilà. Quoi. C'est leur petit Alors, ils personnel. les prennent pour des esclaves, parce Oui, que hein, c'est le fameux Dupond-Moretti, mais oui, mais qui Les gardera femmes de nos ménage. gosses et Ouais. qui fera le ménage dans nos appartements. Hmm. Mais en même temps, ouais, c'est des gens qui vous font la leçon. Alors, pas sur l'écologie, sur le climat au nom de l'écologie, ils sont malins. Hmm. Eh bien, c'est des gens qui sont des pollueurs numériques, qui se font livrer de la malbouffe très régulièrement, et qui prennent beaucoup plus l'avion que n'importe quel bouseux désigné par Mélenchon ne prendra dans toute sa vie. Bien sûr. Mais, c'est assez étonnant. Puis cette haine vraiment de l'Europe, quoi. On le voit dans les discours, on ne parle que de ça. La question de la démographie européenne, enfin, l'Europe a une économie qui est très décarbonée, surtout la France, et deux, hélas, une démographie qui est quand même pas en grande forme. Donc je veux dire, ces gens-là nous parlent jamais des plus gros pollueurs de la planète, ils sont pas européens. Voilà, et puis la question démographique, voilà, elle est pas européenne, la question démographique. Donc je veux dire, à un moment, ces gens-là ne sont pas cohérents, et ils sont dangereux pour la cohésion nationale, et puis pour l'avenir de l'Europe. Donc moi, je pense qu'il faut, face à ce discours, qui est un discours catastrophiste, obscurantiste, proposer une écologie nationaliste qui soit enracinée, et qui est pour moi la seule légitime à se dire écologiste. Moi, je vais jusque-là, hein. Je vais jusque-là. Je pense qu'il faut le dire, parce que la gauche est très douée pour
pour détourner comme ça des sujets et la ramener à ces marottes Mais de toute complètement façon, délirantes. qui aime ces paysans, qui aime ces petites patries, Voilà, mais c'est ça. ce sont les C'est La terre et les nationalistes. morts de Barès, hein. Voilà, c'est La colline inspirée. c'est pas les bobos de centre-ville qui sont persuadés que le problème vient de Gérard avec son tracteur et sa gauloise, quoi. Voilà, mais c'est ça. Et ça c'est un propos qu'il faut vraiment avancer. On peut peut-être aborder le deuxième point Oui, avec ce livre, moi, que je vous conseille de lire. Je pense qu'il est en description. oui, Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie. C'est publié aux éditions du Seuil, dans la collection qui est très intéressante, qui n'est pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, de notre famille politique, mais je pense qu'il faut tout lire pour continuer à penser. Et c'est la collection Écosène qui est très intéressante. Alors, Jean-Baptiste Fressoz, c'est un historien des sciences qui est chercheur au CNRS et qui enseigne à l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales. Et lui, il montre quelque chose de très intéressant. Alors, c'est un profil intéressant parce que c'est quelqu'un, je j'aime pense, bien ce qui est écrit sur le bandeau. voilà, la transition énergétique n'aura pas lieu. Alors lui, c'est quelqu'un qui est clairement de gauche, hein, et qui en plus a fait partie, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que Ah j'ai oui. choisi ce livre, qui a fait partie du GIEC, alors qu'il n'en fait plus partie maintenant. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Alors lui, il dit évidemment qu'il y a une origine anthropique, humaine, au réchauffement, etc. Mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en gros, la transition énergétique, elle n'a jamais eu lieu. Et que ça va être très difficile à la mettre en place. Parce qu'en fait, et moi c'est un peu l'image que j'avais avant de lire ce bouquin, Sans transition, c'est qu'en général on nous dit, souvent en histoire, enfin dans certains, voilà, le grand public se dit en histoire, il y a d'abord le charbon, voilà, et puis après, suite au charbon, on a en gros l'électricité et le pétrole, quoi. Et on se dit, mais une fois que le pétrole apparaît et que l'électricité apparaît, bah finalement le charbon disparaît. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas du tout une logique de transition ou de substitution, mais c'est une logique d'addition. Et surtout au niveau mondial, avec la Chine, Oui. l'Inde, L'Allemagne. l'Allemagne. Les Alors là, États-Unis. voilà, les États-Unis, voilà. Et l'Allemagne, n'en parlons pas, c'est une catastrophe Ouais. absolue, parce que Angela Merkel, en se soumettant au vert, avait complètement refusé le nucléaire. Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà eu du nucléaire en Allemagne, mais il y avait vraiment une volonté de développer, je crois, les centrales à charbon Ouais. et les centrales thermiques, qui est complètement délirant. Donc lui, ce bouquin-là est très intéressant. Ça se lit très très bien. Ça remonte jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vraiment un grand spécialiste du sujet, hein. Donc pour le coup, c'est un scientifique, d'historien des énergies, qui maîtrise parfaitement son sujet et qui montre que finalement, bah oui, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle technologie, que l'ancienne disparaît. Et donc il va un peu contre ce thème en économie de ce qu'on appelle la destruction créatrice, hein, du fait de dire que parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est créée, ça détruit l'ancienne, etc. Ce qu'on peut entendre souvent au sujet des nouvelles technologies à notre époque. Et lui, il montre très bien ça. Alors pourquoi c'est intéressant? Un, parce que c'est un ancien membre du GIEC, donc c'est quand même intéressant que lui-même dise que cette transition énergétique, elle n'a pas eu lieu et que ça va être très difficile. Donc ça, déjà, ça peut, je pense que le plan 2035 sur les voitures thermiques, la fin des moteurs thermiques, il faut peut-être revenir dessus. En plus, c'est en train de détruire l'industrie Ouais. européenne, française et allemande. On parle quand même de 100 000 suppressions d'emplois en Allemagne. C'est quand même assez spectaculaire. On est toujours dans cet arc du sabotage. Du sabotage, voilà. Alors la voiture électrique, oui, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut développer massivement le nucléaire, il faut développer massivement les bornes de recharge électrique, c'est pas du tout le cas en France à l'heure actuelle. On reste quand même dans une économie qui est quand même fondée, pardon, mais sur le pétrole, il faut le dire, hein, Bien voilà. sûr. Et ça, c'est ce qu'il dit. Et c'est vrai en France, qui, pardon, mais est un pays à la pointe sur la question de l'écologie. Je pense qu'il faut le dire. Voilà, et donc ne parlons même pas de la Chine et de l'Inde, où là, voilà, alors même si la Chine, j'ai vu, développe massivement son nucléaire, mais quand même, on est sur des problématiques qui sont complètement anciennes, là, pour le coup. Donc vraiment, ce livre, je vous encourage vraiment à le lire,
parce que c'est très surprenant, on apprend plein de choses sur, en plus il y a plein de graphiques, il y a plein de photos, il y a plein de cours, c'est absolument passionnant. Il y a, il y a des trucs sur les lampes à huile, par exemple, au 19e. Enfin, c'est très, très intéressant. Donc, voilà, sur cette question de la transition énergétique. C'est vrai que cette transition écologique, transition énergétique, c'est un peu un élément de langage, en fait, hein, Ouais. qui est là pour masquer certaines décisions Du politiques. business et des bacs chiches. Voilà, bah, On pense à l'éolien, on Bah. pense aux panneaux solaires qui vont sûrement remplacer les forêts qu'on brûlait. la question Parce que dans l'éolien, du bac chiche, c'est un vrai sujet. Hein. La question de l'éolien, d'abord, l'éolien, on le sait, n'est pas du tout écolo. Ah oui. Il y a des nuisances. D'abord, c'est vraiment moche, ça prend beaucoup de place, ça peut complètement détruire des paysages. On parlait de l'étalement urbain avec les zones pavillonnaires, et moi, je n'y suis pas favorable, hein. On peut penser, par exemple, sur la question écologique, sur l'urbanisme, à ce qu'on appelle la densification. Pourquoi pas tout simplement redensifier les Bien centres-villes, sûr. c'est-à-dire créer des gratte-ciels. On peut très bien faire de très beaux Bien gratte-ciels. sûr. Hein. Ça a été le cas à New York au début du XXe siècle, ils ont été détruits depuis, mais il y avait de très beaux gratte-ciels néo-gothiques. C'est tout à fait possible. Je pense que la France, d'ailleurs moi je regrette que la France ait perdu cette ambition architecturale. Il n'y a plus d'ambition architecturale en France, mais au lieu de créer, comme tu l'as très bien dit, ces zones là comme ça à l'entrée des villes qui se ressemblent toutes, ou alors des zones pavillonnaires qui sont quand même pas terribles, il faut dire les choses. Pourquoi pas ne pas redensifier Bien sûr. Oui. le centre-ville? Alors pour le coup, je vais peut-être choquer, mais je pense que voilà, on ne peut pas forcément continuer éternellement avec ce modèle de la zone pavillonnaire à terme. Voilà, c'est compliqué. Mais il y a un moyen d'expliquer ça aussi aux Bien sûr. populations. Et tout le monde ne peut pas avoir sa piscine aussi personnelle. Voilà. Non, mais il y a des choses. Mais c'est pour ça que aussi, pourquoi l'écologie, et là on va aller, ça va faire la transition un peu sur notre troisième point, mais pourquoi l'écologie ne peut pas être de gauche? Parce que l'écologie, et on le voit bien quand il y a des mesures vraiment coercitives à mettre en place, c'est que l'écologie, pardon, mais elle ne peut pas être démocratique. C'est vrai. Voilà, et on le voit hélas quand c'est les écologistes de gauche avec les ZFE, etc. Bon, ça c'est le pire, mais ça c'est parce que c'est mal réglé, c'est mal expliqué, etc. Et puis il y a une volonté clairement voilà, de prolophobie, on pourrait dire. Mais il faut dire les choses. L'écologie, comme les gros et les grands sujets politiques de fond, c'est-à-dire du long terme, ça ne peut pas être démocratique. Voilà. Donc il faut réfléchir. Moi, je pense que s'il y a une écologie nationaliste à créer, il y a des gens qui réfléchissent. Moi, je pense qu'il faut penser à des agences de long terme, très Bien long sûr. terme, des agences. Tu parlais de l'aménagement du territoire, Ça mais peut pas être lié à la durée d'un mandat. Ça peut C'est pas être- impossible. ça peut pas être lié à ce délire en plus du millefeuille territorial et des collectivités locales. On est tout le temps en campagne dans ce pays. On n'y comprend plus rien. Quand il y a 12 mois sans élection, on appelle ça un temps d'accalmie. Non mais voilà, On vit dans un truc de fou. où il y a des doublons, où il y a entre l'agglomération, la commune, la communauté de communes, on n'y comprend rien. Sur la question environnementale, je pense que sur la question de la sécurité civile, ça a posé problème aussi, ça. Parce que voilà, il faut simplifier. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'on consacrera une vidéo à la réforme de l'État et à la réforme de la Constitution et des organisations publiques. Mais je pense que voilà, la commune, le département, l'État, c'est déjà 3 strates intéressantes, et notamment pour agir sur le long terme, sur les questions écologiques. C'est-à-dire le préfet a tout à fait la capacité d'agir sur le long terme, et l'État, avec des agences. Bon, alors après, il y a beaucoup d'agences en France, mais je pense qu'il faut une réflexion de long terme sur la question de l'urbanisme. Redensifier les centres-villes, pourquoi pas, voilà, des gratte-ciel en centre-ville pour éviter cet étalement urbain qui est un vrai problème. Même si j'ai vérifié les chiffres qui sont très surprenants en préparant l'émission, en fait la France est un pays, une nation globalement très peu artificialisée. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça on s'en aperçoit quand on prend le train ou quand on prend la route. C'est vrai. En fait, quand on vit en ville, on a un prisme, un trompe-l'œil.
On a un prisme déformant, on a l'impression que tout est comme ça. Mais en fait, très rapidement, vous allez sur des territoires à perte de vue qui sont en fait des champs, en fait. Donc, heureusement, la France est un pays qui est assez préservé encore de ce point de vue-là. Mais il y a une possibilité, on reviendra à la question de la croissance plus tard, il y a une possibilité de sélectionner les choses, de sélectionner l'urbanisme, d'abord de refaire du beau, parce que je trouve que ça, avec des beaux matériaux, Hein, et éviter le low cost, refaire quoi. du beau et ramener de l'ordre, parce que c'est vrai que quand on parle de gratte-ciel ou d'immeubles, tout de suite dans l'imagerie, on va avoir ce qu'on appelle les barres HLM, Oui, même si les grands ensembles. avoir un logement HLM avant l'immigration, Oui, oui, oui. c'était considéré comme une chance, voire un progrès. Hein. Ah, bien Faut pas sûr. oublier Ah bah c'était pas du tout des quartiers de relégation. exactement. Au contraire. Et on pense tout de suite à l'immigration, à l'insécurité. Ça, c'est des problèmes annexes qui se règlent beaucoup plus facilement du coup que cette histoire d'aménagement du territoire. Mm. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit quand on parle de redensifier les centres-villes et de faire pousser des gratte-ciel. On peut faire du beau, on peut faire du mieux. Hein, ce qu'ont connu les gens, hein, qui sont partis de leur campagne pour aller en HLM, hein, qui ont participé à cette première densification, L'exode rural, ouais. ils étaient heureux de leur HLM, et ils mettaient un point d'orgue à faire les réparations qu'il fallait avant de rendre un HLM ou de changer d'HLM. On a l'impression qu'on parle d'un autre peuple, d'un autre Oui, temps. oui, bien sûr. C'est pas si vieux, je vous parle de gens qui ont eu leurs HLM il y a quoi, il y a peut-être moins de 50 ans. Oui, non, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a. D'ailleurs, on peut aborder, je pense, maintenant le troisième point sur qu'est-ce qu'une écologie nationaliste. On en a déjà un petit peu parlé. Mais l'écologie nationaliste, je pense, c'est ça. C'est vraiment, d'abord, c'est pas démocratique, il faut dire les choses. Il faut assumer, hein, il faut assumer les questions de temps long, de toute façon. Et en plus, on est un retour des empires, hein, avec la Chine, avec la Russie, avec. Donc, voilà, on sait que la démocratie va être une faiblesse structurelle dans les années à venir, et notamment sur les questions d'écologie. Et je pense qu'il y a toute une réflexion urbanistique. Faut pas oublier que la politique, en grec ancien, c'est la polis, c'est la cité, c'est vraiment la ville. Qui dit politique dit vraiment urbanisme, hein, c'est-à-dire réflexion concrète sur comment on organise la ville, comment on organise la centrale nucléaire qui alimente la ville, ou alors la géothermie. Moi, je suis désolé, mais les gaz de schiste, on en a beaucoup en France, il faut lancer une étude dessus, je suis désolé. Certes, il y a des risques pour la fracturation, certains paysages, etc., mais on est un pays de science, on a des ingénieurs, on a les ponts et chaussées, je veux dire, on a des gens brillants, qu'on les lance là-dessus. Je crois qu'on a même du pétrole en France, j'ai cru comprendre. Je crois que c'est au large de la Guyane, ou un truc comme ça. Allons-y, je dis pas que c'est pour... Allons-y, quoi. Et voilà. Je dis pas que c'est pour ravager, évidemment, nos paysages, mais je pense pas que ça soit ça qui va massacrer la nature française. Je veux dire, il y a un moment, Elle est déjà massacrée par ceux qui prétendent voilà. faire de l'écologie. Et à ce moment-là, On peut pas faire pire, quoi. on y va si on peut imaginer un système de compensation. Si on va sur de l'exploitation de gaz de schiste et du pétrole, en plus c'est pas non plus l'Arabie Saoudite, la France, hein, mais c'est une question de souveraineté Bien aussi. sûr. On peut penser à la création d'un fonds souverain. Je crois qu'il n'y a pas de fonds souverain en France. C'est quand même assez étonnant. Je crois qu'il y a un fonds souverain en Norvège, par exemple, mais je crois que la France n'a pas de fonds souverain. Ça, c'est un truc quand même assez étonnant. On peut lancer cette proposition, surtout avec, voilà, avec tout ce qu'il y a en France. Mais on peut imaginer un système de compensation où il y a du gaz de schiste, il y a du pétrole, et en même temps, on peut créer de nouvelles réserves naturelles, de parcs Bien sûr. naturels, Ouais, avec complètement. redonner des moyens à l'Office national des forêts, qui n'est pas en très grande forme, redonner des moyens voilà, sur la biologie, sur le littoral, sur la préservation de la nature, etc., etc. Donc voilà, il faut en fait faire de la politique, réfléchir et avancer des propositions, et pas être dans le catastrophisme et l'obscurantisme. Et l'écologie nationaliste, elle a un point fort, c'est la question du localisme. Oui. Et ça, le localisme, on en parle beaucoup. Je crois que les identitaires en parlaient beaucoup à une Oui. époque, hein. Il y a d'autres personnes dans notre
milieux Ouais, politiques. il y avait qui un en- slogan, je crois, c'était penser global, consommer local. Oui, voilà, voilà. Je crois ouais. qu'il y avait la détaxation de proximité aussi, je crois, où le Ouais. produit, plus les produits prêts, les circuits courts, etc. Voilà, Mais bon, mais vous voyez bien que ça, c'est, pardon, mais c'est la quintessence de la droite, hein. bien sûr. Comment, Et surtout, comment... c'est des évidences. Et c'est Enfin, des le évidences. circuit court, c'est une telle évidence Voilà. que, Mais le localisme, que c'est écolo. l'écologie de droite, oui, l'écologie existe, elle est de droite, elle est localiste. Et donc, évidemment, nos amis bobos mondialistes qui sont pour le sans-frontiérisme, où quand même on a un système alors qui fait le bonheur des armateurs, hein, des porte-containers géants. J'ai vu là les nouveaux porte-containers. Alors ça fait partie de la puissance de la France et des entreprises françaises, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est vraiment rationnel sur le long terme et vraiment écolo pour le coup? C'est ce modèle qui fait quand même produire à des milliers de kilomètres pour faire vendre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Bien sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas, on marche sur la tête. C'est-à-dire, le but, c'est quand même de la question de la souveraineté, la question et puis aussi du travail. Parce que là, on voit un taux de chômage qui a tendance à réaugmenter à nouveau là en France. On est à peu près à plus de 8%, ce qui n'est pas satisfaisant. Mais parce que voilà, il y a eu cette fermeture d'usines, cette destruction de ce qu'on appelait à l'époque les métiers. Parce Oui. que maintenant, on parle d'emploi, ce qui est une notion très intéressante. Oui. Parce que voilà, le métier et l'emploi. Voilà, donc revenir aussi peut-être à une société de métiers. Et voilà. Et ça, c'est très nationaliste aussi. Et ça, c'est très Parce nationaliste. que au Les bout de cette- corporations. au bout de, voilà ce que j'allais y venir. Au bout de cette réflexion de repasser de l'emploi au métier, il y a la réflexion sur les corporations, tout Voilà. à fait. Et je pense qu'il y a toute une... La jeunesse ne demande que ça. On a une jeunesse qui... D'ailleurs, ça commence depuis quelques années. On voit qu'il y a une jeunesse qui se tourne de plus en plus vers l'apprentissage, voilà, et qui comprend très bien que la fac de sociaux, c'est pas super utile forcément. En tout cas, pour le débouché, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, Un master de genre oui, voilà. Voilà, bon. ne serait pas utile C'est à la ça. France, finalement. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça à reconstruire. Moi, je suis très optimiste parce que je pense que le bon sens populaire, il est là. Et les structures sont là. Parce que, aussi étonnant que ça paraisse, les métiers sont toujours là. Vous Oui. trouvez toujours des bouchers charcutiers de grands talents dans les campagnes où vous avez des trésors, quoi. Oui, ah oui. Mais des trucs incroyables. Enfin, voilà, je vais pas faire de la pub, mais je veux dire, on peut voilà, des saveurs absolument extraordinaires. Où on a des gens, on peut encore goûter des produits des années 60, quoi. Ouais. C'est extraordinaire. J'ai découvert il y a peu un artiste du jus de pomme. Oui, bon, bah voilà. Comme quoi. Voilà le jus de pomme. Mais voilà, mais ça c'est excellent. Et qui dit jus de pomme de qualité dit forcément écologie derrière. Bien sûr. Parce qu'il y a un amour pour les arbres, pour les savoir-faire, pour Et puis, l'arboriculture, mine de pour la rien, botanique. il y a aussi une question de santé publique, c'est Oui. que plus on privilégie les circuits courts et l'amour des produits faits par les gens qui n'occupent pas des emplois mais qui ont des métiers, il pourrait y avoir un vrai impact sur la santé publique parce que quand on consomme local, quand on consomme du bon, on consomme pas pareil, on consomme moins. Bien sûr. Et c'est clair que c'est autre chose que la nourriture et la boisson abondante Bien sûr. qu'on a, mais dont on sait ni d'où elle vient, ni ce qu'elle nous fait. Mais bien sûr, et ce qui est un vrai sujet en effet de santé publique. Et on voit qu'après, ça a un coût, même si c'est un peu cynique de dire ça, mais ça a un coût aussi en santé après, hein, puisque c'est la question de la prévention en santé. On voit qu'il y a voilà, plein de maladies qui sont liées évidemment à ça. Ouais. Et ça, c'est absolument terrible, hein. Et c'est un modèle économique, hein, c'est un modèle Tout à fait. économique sur lequel il faut réfléchir. Et voilà. Donc la question du localisme, elle est travaillée par la droite nationale depuis des années. Donc on peut vous renvoyer à cette notion du localisme et c'est très intéressant et ça peut être, je pense, un début pour une écologie nationaliste. Et puis, il y a la question aussi de la croissance et de la décroissance, que certains ont pu appeler aussi l'écologie profonde. Ça, c'est tout notre rapport, je dirais, à la technologie ou à la massification de la production. Ça, c'est une question complexe aussi, comme celle de l'urbanisme et de l'architecture qu'on a évoquée.
C'est vrai qu'on a en France, la France c'est un sujet intéressant et un peu facile à étudier parce que c'est un peu caricatural. L'économie française, elle est clairement trop dépendante de la consommation et pas assez de la production. Ça c'est sûr, on le sait, tous les économistes le disent. Et on est dans une société d'hyper-consommation qui est beaucoup, hélas, on pourra faire une vidéo on fera une vidéo d'ailleurs sur l'économie dans quelques semaines, mais on peut déjà en parler parce que c'est lié à l'écologie, mais qui hélas n'est plus vraiment lié maintenant au revenu du travail, mais plutôt à l'épargne, etc. Ouais. Donc ça, ou à la dette, Ouais. dette publique et à la dette privée aussi, hein, le crédit. Donc ça c'est un vrai sujet. Mais cette hyper-consommation qui est souvent pour remplir un vide d'un peuple déchristianisé. Exactement. Il faut dire les choses aussi, hein, puisque la consommation, on sait très bien, hein, en marketing, il faut mieux vendre à des gens semi-dépressifs, parce que les personnes qui n'ont pas de croyances, qui sont isolées, paradoxalement consomment plus, parce qu'évidemment, il y a une dopamine facile, il y a une espèce de récompense, d'auto-récompense qui Ouais, peut puis être fait. Voilà. Et c'est peut-être la consommation est parfois le seul rituel le, aussi voilà, que la le personne va rituel, avoir. exactement. C'est très juste ce que tu dis sur cette question de rituel. C'est pour ça qu'il y a d'autres rituels à inventer, ou à réinventer, ou à retrouver. Les fêtes de village, je parlais des chandeleurs l'autre fois, enfin, il y a des choses magnifiques. On est quand même dans une nation avec des provinces, je vais utiliser ce terme à dessein, Oui. à dessein. On a des provinces qui sont quand même encore, dont les traditions sont encore très vivaces. Et il faut faire vivre ça. Et oui, cette question de la consommation, on sent que ça comble un vide spirituel. On ne peut pas parler d'écologie sans parler de cette question de la consommation, qui est très ancienne, hein. Il y a Jean Baudrillard qui Oui. avait écrit un très bon livre, La société de consommation, notamment sur l'accumulation des objets. Je crois qu'il Le avait système des objets. le système des objets, voilà. Il avait écrit un autre livre, on vous les mettra peut-être en description. Je pense que ça fait pas de mal de lire Jean Jean Baudrillard. Baudrillard, la société de consommation, le système des objets, oui, Voilà. c'est toujours utile. Et c'est très utile parce que finalement, on n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti et c'est peut-être là le problème, hein, de la pollution, de cette accumulation, hein. Ce fait que on vit toujours, on pense en accumulant les objets, voilà, ce qui est aussi une marque d'un déficit d'intériorité, hein. C'est ce que disait, tu l'as très bien dit, Bernanos dans La France contre les robots. La France contre les robots aussi de Bernanos, lisez ça pour le coup. Alors c'est un peu lié à l'écologie, c'est plus sur la Lisez question. pas les grands cimetières sous la lune. Oui, non, Lisez ça- La France contre les ça robots. c'est bon, on est moins fan de ça. Mais Je ça, vous c'est- mettrai le lien uniquement de La France contre Oui, les oui, robots. oui, oui, voilà. Oui, il y a la grande peur des bien-pensants aussi. C'est vrai, c'est Mais vrai. ça, c'est plus difficile à trouver. Mais voilà. vrai. Mais Mais oui. ce déficit d'intériorité, de spiritualité catholique, il faut dire les choses, Bien puisque sûr. la France est une nation catholique. D'ailleurs, faut voir Et- je fais une parenthèse, mais tous les placebos ridicules qu'on met à la spiritualité Bien catholique, sûr. entre les trucs de chakras. Ah bah bien sûr, le New Age. Ouais, Le New Age, quand c'est pas la sorcellerie, hein. voilà, et d'ailleurs, tout ça est lié, hein, c'est un vide spirituel qu'on essaie de combler via des choses qui sont monnayables, monétisables. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire on a une extension du domaine du marché, pour paraphraser Welbeck. Michel Houellebecq. Et je pense que cette question de la consommation, c'est un vrai sujet. Alors la question, c'est comment créer de la richesse sans consommation? Alors on peut produire, on peut exporter, ce que faisait la France à une époque, hein, il faut savoir. On peut aussi moins dilapider. On peut moins dilapider. Ça, c'est tout un sujet Il y aussi. a la question de l'obsolescence programmée qui est un Bien scandale sûr. absolu. Ah, exactement. Voilà, je veux dire, à une époque, enfin, on a tous connu nos grands-parents qui avaient des trucs, mais qui dataient de Mathusalem et qui fonctionnaient Mais bien encore. sûr. Bon, la question de la réparation aussi, Bien sûr. le fait, c'est aussi une manière aussi
de récupérer des compétences de bricolage, voilà, La sur couture. oui, Je suis la, désolé, mais la couture, recoudre un vêtement. voilà, ou je sais pas, réparer sa bagnole, enfin des trucs, voilà, ou bon, c'est des trucs à apprendre. Pourquoi pas? On pourrait apprendre ça à l'école. Bah, bien sûr, Voilà. complètement. Peut-être les plages de l'après-midi, là, on pourrait penser une école d'écologie, d'écologie nationale, où on aurait peut-être le matin les sciences, enfin les savoirs fondamentaux, et l'après-midi les activités Bien pratiques sûr. qui vont dans le sens aussi d'une pratique responsable de la nature, de l'écologie, des objets, etc., Puis etc. c'est peut-être plus utile De sport. un jeudi ou un vendredi après-midi quand on est à l'école, de pratiquer une activité sportive Mm. ou de s'intéresser, oui, au fonctionnement d'un moteur, Voilà. Nettoyer une rivière. voilà, Le à, côté un peu scout à finalement. l'entretien d'un Mais potager, voilà. que sais-je, ou atelier de couture ou cuisine ou que sais-je, plutôt que de s'asseoir là, et de digérer sa fin de semaine là, et son croustille laborieusement en écoutant quelqu'un nous parler de racisme ou de genre. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit que tout ce système social-démocrate, en fait, c'est vraiment un système d'asservissement, quoi. On voit que ces gens-là n'arrêtent pas de nous parler de liberté, d'émancipation, mais la conséquence, c'est le contraire. On voit, ça crée l'individu social-démocrate, c'est un individu qui sait quasiment rien C'est faire, un ultra assisté. à part que de sortir sa carte bleue, C'est quoi. ça. C'est assez terrifiant quand même. Et donc, il faut C'est reconstruire très bien résumé. voilà, il faut reconstruire de l'autonomie, et ça passe par une écologie enracinée, une écologie de droite. Pour moi, je me répète, mais c'est un pléonasme, et une écologie nationaliste. Et pour ça, les nationalistes n'ont absolument pas à avoir honte ou à rougir de leurs propositions. Elles sont anciennes, elles sont là. Tu parlais de la corporation, etc. Et puis, on va pas trop détailler, mais il y a des courants esthétiques, aussi littéraires, philosophiques de droite. Je pense au romantisme, le romantisme littéraire qui est né à la fois en France et puis en Allemagne aussi. Je pense au cercle d'Iéna, qui étaient finalement des anti-modernes, et qui ont vu la Révolution française, qui ont vu sa nature bourgeoise, et qui ont vu les débuts de la Révolution industrielle. Et alors c'est assez intéressant parce que souvent il y a une assimilation, pardon, à cette révolution industrielle, à Satan, au diable, dans les textes romantiques. C'est très intéressant. Il y a de très beaux textes romantiques. En plus, c'est des poètes. Donc, je peux vous encourager à lire ça. Soit les romantiques allemands, Novalis, euh, Goethe, évidemment, ou en France, ça peut être par exemple Rousseau. Alors, c'est textes littéraires et pas politiques. Mais, Le Rousseau littéraire. Chateaubriand, Ah. c'est le romantique par essence. Il y a quelque chose, la force, la puissance, l'amour de la nature, hein, l'homme dans la nature. Parce que l'homme n'est pas une fin en soi, comme le croit la gauche. On n'est pas dans la mythification de l'homme, hein. À droite, on est dans la loi naturelle. Donc Chateaubriand, je dirais Chateaubriand, penseur écolo, hein, peut-être avant l'heure. Bon, c'est peut-être provocateur, mais ça mérite d'y réfléchir. Mais vous avez toute une droite littéraire aussi. Euh, je, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais penchez-vous sur la question du romantisme en art, en peinture, en musique, surtout évidemment en littérature et en philosophie, et notamment le romantisme allemand qui, le premier, a compris l'essence de la révolution industrielle et ses dangers. Voilà. Tout en restant dans le cadre de la civilisation. Bien sûr, oui. Parce qu'évidemment, on peut imaginer une prospérité qui soit respectueeuse de la nature et de l'homme. Et Ce qui voilà. serait finalement la simple normalité. Ce qui est la Le normalité. fonctionnement normal des Ce choses. qui est la normalité. Et donc voilà. Moi, je pense que sur cette question, il y a plein de sujets en fait possibles. Et je pense que le corpus de la droite nationale est assez multiple et riche pour répondre à ces questions Et vous- du 21e Vous siècle. pouvez le voir depuis qu'on a abordé ce troisième point sur les solutions nationalistes à la crise écologique, c'est que ce sont que des propositions de bon sens, Oui. enracinées, naturelles. Et c'est pour ça que ce débat ne peut pas avoir lieu par les tenants du système. Et c'est pour ça que eux, ils vont se focaliser sur l'hystérie climatique. Mm. Ils vont rester focalisés là-dessus pour pas qu'on parle de tout le reste.
Mais parce Alors que que c'est tout le reste qui fait nos paysages et notre environnement immédiat, dont la pollution. c'est ça. Mais parce que si on était un peu provocateur, mais on ne l'est pas du tout, mais on pourrait dire que ce réchauffement ou ce changement ou cette pollution, on va élargir vraiment la focale pour avoir une vision très très large. Mais c'est le produit de cette social-démocratie qui n'est fondée que sur l'individualisme illimité et donc sur la consommation illimitée. Pardon, je me répète, mais sur le matérialisme. Je veux dire, voilà, donc à partir du moment où vous pensez que vous n'êtes qu'un corps, qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien après, et donc on est dans un hédonisme, on est dans une jouissance de l'ici et maintenant, et forcément, pardon, mais c'est une évidence, ça peut pas être très écolo et respectueux de la nature qui, elle, la nature Si on est est des milliards, finie. si on est des milliards à jouir sans Voilà, entrave, effectivement, voilà. il y aura des conséquences. Et c'est contraire à la civilisation européenne, puisque la civilisation européenne, elle a quand même été en grande partie inaugurée par les Grecs, et la notion même de la Grèce antique, en philosophie, en histoire, en littérature, c'est la notion de limite. Voilà, et justement, ce qui dépasse la limite, c'est ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Or, l'économie qu'on subit en ce moment, c'est une économie de la démesure. Et donc, il faut revenir au sens de la limite. C'est à la fois, je dirais, quelque chose de spirituel, de chrétien. Moi, il faut lire Saint François d'Assise quand on entend aussi certains qui nous disent le christianisme et la nature. Enfin, lisez Saint François d'Assise. Très belle page sur les animaux, sur les oiseaux, sur la nature. De toute façon, un catholique va être non seulement respectueux, mais admiratif devant la création. Bien sûr. C'est pas lui qui va détruire. Au contraire, hein, la France, les paysages français ont été façonnés par des catholiques et notamment des religieux. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a toutes les ressources économiques, spirituelles, technologiques pour répondre à ce défi, en effet, qui se pose à nous. Mais pas en baissant les bras ou en baissant la tête, mais au contraire en étant debout, en faisant face et en défendant ce que sont nos valeurs de civilisation. Voilà. Parfait. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Bah écoute, je regarde rapidement notre plan, mais je pense qu'on a balayé tout ce qu'on voulait dire. Donc je pense qu'on a plutôt fait le tour. Maintenant, c'est à vous de réfléchir à ce qu'on a dit. Nous, on est toujours friands de vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à partager, à regarder, voilà, à vous abonner à la chaîne, vous abonner à la à chaîne. laisser des commentaires parce qu'on les lit et quand il y a Voilà. besoin, on y répond. Voilà, et je suis sûr que sur cette question de l'écologie, qui est une question éminemment politique, vous avez des commentaires à faire, et peut-être des désaccords, et d'ailleurs c'est très intéressant. Et la société et l'opinion publique ont besoin de la voix des nationalistes sur ce sujet-là. Regardez d'où on est, rien que dans le déroulé de cette émission, regardez d'où on est parti, du catastrophisme et de la caricature de l'écolo, ce qu'on subit au quotidien, à des choses beaucoup plus posées, scientifiques, réfléchies et naturelles. C'est ça. Et ce qu'on a fait dans cette émission, c'est ce que la voix des nationalistes peut faire dans le débat public. Donc parler d'écologie, l'écologie c'est pas un sujet de gauche. Non. Tout avait été résumé par Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité, je crois, avec l'histoire de la pastèque. Oui, là, alors ça, c'était vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Oui, oui, oui. On est toujours là-dedans avec la nouvelle version de ce que sont les rouges aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui veulent qui vous veulent avec un passe carbone, avec moins de liberté, avec une autoculpabilisation permanente. Donc voilà, portez haut la parole des nationalistes, lisez les livres qu'on vous met en description, et puis je pense qu'on peut vous libérer, Voilà. chers auditeurs. À très bientôt.